la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour à tous, comme tous les matins, nous sommes ravis avec Gilles de vous retrouver. Bonjour Gilles. Monsieur le Président, bonjour. Bienvenue sur l'antenne de Public Sénat et sur celle de Radio Classique. Concernant l'accord de la nuit dernière, je suppose qu'évidemment vous êtes probablement satisfait. La deuxième question qui se pose dans le droit fil de cette constatation, c'est qu'on a quand même un peu le sentiment, Gilles, moi et ceux qui nous écoutent, que les parlements là-dedans n'ont plus aucune voix au chapitre. Non, je ne partage pas votre deuxième affirmation. La première, oui, c'est une page écrite, nouvelle, importante sur la voie de la sortie de cette crise de la dette en zone euro, parce que c'est de cela dont il s'agit. C'est le déblocage de la Banque centrale qui semble-t-il est le point central. Oui, et puis c'est surtout, en réalité, tout un travail, et c'est la réponse à votre deuxième question, tout un travail qui aurait dû être intégré et respecté depuis le traité de Maastricht, parce que lorsque l'on accepte, il y a 19 ans maintenant, les Français, par référendum, acceptent le traité de Maastricht, décident de la monnaie commune, il y a des règles qui n'ont pas été respectées et que maintenant nous sommes en mesure de respecter. C'est cela le changement et qui permettra un fonctionnement à la fois politique et financier de cette zone qui partage la même monnaie, comme dans toutes les zones où il y a une même monnaie. Non mais qu'il y ait une nouvelle règle, c'est une chose, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être un peu, vous, président de l'Assemblée nationale, spectateur de tout ça? Parce que finalement, c'est les chefs d'État et de gouvernement qui décident, avec quelques banquiers centraux, et les parlementaires regardent. C'est-à-dire que cette nuit, on aurait pu aboutir à un échec. À double titre. D'abord parce que ce sont les décisions budgétaires et politiques des parlements des pays de la zone euro qui, d'une certaine façon, par la divergence des économies, ont conduit à la situation actuelle. Additionné, bien entendu, à un mouvement spéculatif particulièrement puissant. Maintenant, il revient justement au Parlement de conduire ou plutôt de voter des décisions budgétaires, des décisions politiques avec leurs répercussions financières et budgétaires qui soient conformes à ce que nous avons accepté il y a 19 ans. Et s'il y aura... Donc vous allez enfin surveiller. Nous allons en réalité prendre des décisions qui sont conformes aux engagements que les Français eux-mêmes ont pris il y a 19 ans lorsque nous avons accepté l'euro. Ça veut dire que si une majorité parlementaire issue justement de vos rangs votait un budget en déficit à partir de maintenant, ça serait plus possible? Non, c'est pas cela, parce qu'il est prévu justement d'avoir des budgets qui auront une marge de déficit dans les finances publiques. Dans la marge de la nouvelle règle. Bien entendu, mais de toute façon, on prend un engagement avant de voter tout budget. Ce qu'il y a, c'est que cet engagement, nous ne le respections pas. On va simplement respecter les engagements pris. Alors, pour que le mécanisme soit solide, et c'est ce qui est en réalité actuellement au cœur, d'une part, de cette perspective de traité, mais également du travail que nous conduisons l'Assemblée nationale, le Bundestag, depuis plusieurs mois, c'est de faire en sorte qu'il y ait un mécanisme assurant le respect des engagements, de partir sur une hypothèse de croissance qui soit partagée, par exemple validée ou proposée par un organisme indépendant. De la même façon, lorsque l'on construit le budget, que cette construction soit reconnue comme valable dans le respect du semestre européen, c'est-à-dire les engagements de déficit sur le budget de l'année. Question, Gilles Leclerc. Vous avez l'air beaucoup de vous réjouir de cet accord, mais au fond, c'est quand même un plan B qui a été finalement finalisé aujourd'hui, enfin ce matin à l'aube. Les Anglais ne sont pas dans le coup. Il y a une explication quand même assez sévère entre Nicolas Sarkozy et M. Cameron. Est-ce qu'au fond, on n'a pas juste gagné un peu de temps, alors que les problèmes pèsent quand même encore très lourdement sur la zone euro? On n'est pas débarrassé de la crise quand même. C'est une page évidemment très importante. Encore une fois, quel est le cœur du problème actuellement? C'est la dette en zone euro. À partir du moment où c'est la zone euro qui est concernée, un certain nombre de pays, et aujourd'hui tous les pays de la zone euro qui sont concernés, il a été normal qu'on essaye d'obtenir un traité à 27, une révision des traités à 27, à partir du moment où elle n'est pas possible à raison de la position extrêmement ferme de la Grande-Bretagne, qui n'est pas étrangère d'ailleurs au mouvement spéculatif par un système financier et bancaire qui est extrêmement actif,
eh bien, il faut bien trouver la géométrie, le périmètre, c'est-à-dire les 17 pays de la zone euro plus 6, qui vont travailler ensemble, et puis tous ceux qui voudront nous rejoindre, nous rejoindront. Mais je voudrais insister sur un point. Nous pouvons d'ores et déjà, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui tout à l'heure avec... Et vous réunissez un groupe de travail de députés français et allemands. Et allemands, avec le président. Mais ça sert à quoi alors qu'on a débouché sur un accord ce matin? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a pas encore de révision des traités et qu'il nous faut travailler à l'intérieur du droit international actuel. Ça va déboucher sur quoi cette réunion alors? Eh bien, nous avons déjà travaillé à plusieurs reprises sur les moyens d'avoir une hypothèse de croissance qui soit solide, qui soit reconnue, sur les moyens de prévenir tout dérapage dans l'exécution des budgets, surveiller cette exécution des budgets et donc respecter nos engagements de déficit. Pourquoi vous ne réunissez que de telle des façon que députés les prêteurs, parce que c'est le problème aujourd'hui, sachent à quoi s'en tenir. Et avec les mesures qui ont été annoncées cette nuit, eh bien, nous voyons que nous sommes dans une direction qui est incontestablement, Pourquoi vous réunissez favorable. uniquement des députés français et allemands et pas les autres? Est-ce que là, encore une fois, on va mais pas parce dire, que c'est l'histoire. C'est la France et l'Allemagne et les autres sont Mais quand Gilles même Leclerc, pas trop... parce que c'est l'histoire. C'est l'histoire de l'Europe, c'est l'histoire de l'Union européenne, c'est l'histoire de l'euro. Et que s'il y a eu un jour des visionnaires qui ont décidé de la belle et grande aventure européenne, que celle-ci est avant tout une aventure de paix et de progrès économique et social, c'est parce qu'il y a eu ces affrontements terribles entre la France et l'Allemagne et la France pendant des décennies, et que finalement, deux de ces affrontements ont abouti aux guerres mondiales. Et donc ensuite, il y a eu cette construction, et à chaque fois qu'il a fallu construire une nouvelle page, ouvrir une nouvelle page, avancer, c'est d'abord la France et l'Allemagne et la France qui se sont mis d'accord. D'ailleurs, dans un processus décisionnel, quel qu'il soit, n'y a-t-il pas d'abord une idée, et puis on en parle, on avance à deux, et puis ensuite on rassemble autour de soi. C'est une démarche absolument normale. Nous sommes avec Bernard Accoyer, donc le président de l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs autres sujets dans l'actualité de ce matin. Le droit de vote des étrangers, voté par le Sénat. Quelle va être l'attitude du Parlement? Évidemment, le Parlement, enfin l'Assemblée nationale va voter contre. Et alors la suite du texte, c'est quoi alors maintenant? Si vous voulez, je reviens peut-être un peu sur le fond, parce qu'il y a là une démarche de la part de l'opposition, qui est désormais à la majorité au Sénat, une démarche politicienne qui consiste à exhumer un texte qui avait été voté du temps du gouvernement Jospin, c'est-à-dire il y a 11 ans aujourd'hui. C'est leur droit. Enfin, c'est discutable, hein, parce que la France d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, est-il le même qu'il y a 11 ans? Il y a quand même déjà une question. C'est leur droit. Ça, c'est une pratique qui, à mon sens, consiste en une sorte de détournement de procédure. Enfin, ça, c'est un premier point. C'est une démarche politicienne. Elle n'est pas innocente. À quelques mois d'élections nationales, la gauche en France a toujours sorti un certain nombre de sujets qui interpellent les Français et donnent, à l'extrême droite en particulier, mais pas qu'à elle, les moyens d'un repli identitaire. Je trouve que cette démarche n'est pas à la hauteur d'un parti de gouvernement tel que le Parti socialiste. On peut dire la même chose, prétend Bernard l'être. Accoyer, à l'égard du gouvernement. Et sur quelle question? Justement, en expliquant que le refus absolu de ce texte... Mais Guillaume Durand, Guillaume Durand, aujourd'hui, le refus absolu de ce texte peut être aussi une manière d'agiter... Est-ce que aujourd'hui, les Français... Je vous en prie. Non, allez-y. Non, mais répondez justement sur le fond. Est-ce qu'aujourd'hui, les Français, sur le fond, sont avant tout préoccupés par le vote des étrangers non communautaires, puisque les étrangers communautaires ont le droit de vote pour les élections locales? La réponse est non. Les Français sont préoccupés par l'avenir de leur pouvoir d'achat, de leur système de protection sociale, par l'emploi, par leur sécurité. Et par conséquent, une majorité, un gouvernement qui commencerait à passer son temps à s'occuper de sujets qui ne préoccupent pas nos compatriotes, ne serait pas dans leur rôle. Vous dites que ce n'est pas le moment de s'en occuper, mais vous, sur le fond, est-ce que ça vous choquerait vraiment que, à des élections locales, des Européens, au-delà de l'Europe, puissent voter à ces élections locales? Oui. Ça vous choque sur l'idée? Oui, à la différence de certains de ma famille politique, j'y ai toujours été défavorable, et je le suis encore aujourd'hui. Borloo hier a dit qu'il était favorable à votre place. C'est quoi la raison C'est notre diversité dans la majorité.
je suis un adversaire déterminé de toute forme de communautarisme et de tout ce qui pourrait permettre de le faciliter, de mettre une petite graine, organisant, en Savoie, par exemple, il n'y aurait pas de risque de communautarisme, par exemple, chez vous? Bon, écoutez, soyons sérieux. Ici, vous n'allez pas comparer le communautarisme des Auvergnats, des Savoyards, mes amis et mes racines, avec une communauté qui vient de l'autre bout du monde et qui s'installerait dans un quartier de la capitale ou bien dans une banlieue d'une grande ville de France. Enfin, soyons sérieux. C'est de cela dont il s'agit. Et alors, vous auriez un maire, après on dérive sur les ethnies, les religions. Non, ça n'est pas la République française, ça n'est pas ma conception de la France. Autre sujet qui est important, ce qui se passe dans le Nord, la Fédération du Nord, une enquête a été ouverte par Martine Aubry. Des accusations sont portées sur le financement justement de la Fédération du Pas-de-Calais, sur des maires qui utiliseraient des cartes bleues concernant justement les organismes de logements sociaux à des fins personnelles. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une véritable affaire ou est-ce que vous êtes prudent ce matin? Alors, écoutez, ça va être très vite fait, et je ne mets pas mon nez dans les affaires internes du Parti socialiste. Deuxième question, concernant la vidéo de DSK, est-ce que vous avez l'impression que quelque chose est troublant? La façon dont ces gens se congratulent après que la jeune femme sorte de la chambre. C'est vrai que quand on regarde cette vidéo, sans que ça accrédite aucune des deux thèses, on trouve ça troublant, leur attitude. Vous savez, là encore, n'y a-t-il pas des sujets plus importants pour les Français? Y a-t-il pas la nécessité d'utiliser nos énergies, les temps d'antenne, les pages des journaux, à parler des vraies priorités? Il y a une justice qui est la justice américaine, qui est saisie sur une affaire quand même pitoyable, parce que cette affaire est pitoyable, ça suffit. Quand vous écrivez, rien de plus à dire. Quand vous écrivez un homme politique peut-il dire toute la vérité chez Jean-Claude Lattès, est-ce que vous avez l'impression justement que dans le contexte aujourd'hui qui est quand même sur le plan économique et social extrêmement tendu pour les Français, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont fait leur choix et qu'ils sont prêts justement à entendre toutes les vérités, y compris l'une de celles que vous évoquez dans le livre, c'est-à-dire que au fond nous vivrions, je parle de la communauté, depuis un certain temps au-dessus de nos moyens, quoi. C'est la vérité. J'ai exercé 30 ans mon métier d'otorhinolaryngologiste, de médecin, de chirurgien, et quand une situation est sérieuse, si vous expliquez à votre patient qu'on va lui faire qu'il n'a pas de maladie grave et qu'on va lui faire un traitement lourd, il n'accepte pas, il a raison, ou il comprend rien. Et il se révolte, et il a raison. C'est la même chose. Aujourd'hui, effectivement, nous avons vécu en dépensant plus qu'il y avait de recettes, dans tous les pays comparables à la France d'ailleurs, et ceci remonte au début de la mondialisation. Les usines sont parties avec les délocalisations, la désindustrialisation. Or, ce sont les lieux de création de richesse. Comme il a fallu que nous maintenions notre hausse de notre niveau de vie, et que tout parti confondu, en réalité, c'est ce qui s'est passé, y compris par un accord entre la France et l'Allemagne, sauf qu'en 2005, lorsque la France et l'Allemagne décident de s'affranchir des critères de Maastricht, dont nous discutons aujourd'hui, eh bien, l'Allemagne le fait pour se réunifier, pour se moderniser, pour s'adapter, et nous, on le fait pour faire quoi? Pour payer les 35 heures. Bernard, donc, effectivement, il faut dire la vérité, et ma vérité, c'est celle-ci. On a un peu l'impression que dans cette campagne, en tout cas dans cette pré-campagne, justement, cette notion de vérité, tout le monde va essayer de se l'accaparer. C'est une bonne chose. Vraisemblablement vrai pour Nicolas Sarkozy, François Hollande, qui estime qu'il a pu dire sa part de vérité pour gagner les primaires, et également François Bayrou maintenant. Donc ce sont plusieurs vérités, mais qui va incarner le mieux cette vérité? Les Français vont le juger, seulement lorsque vous expliquez, vous tentez d'expliquer... Parce que François Bayrou, par exemple, en 2007, il parlait déjà de la dette à l'époque. Parlons du fond, si vous voulez. Aujourd'hui, le problème, c'est la dette en zone euro. Ouais. Bien, il faut donc revenir à une politique qui permette d'arrêter de s'endetter. Par exemple, pour payer les salaires des fonctionnaires. Donc comment pouvez-vous penser que François Hollande soit se trompe, soit dit une inexactitude, lorsqu'il dit je vais augmenter le nombre des emplois publics, que ce soit les emplois jeunes, que ce soit les fonctionnaires d'État, que ce soit les enseignants. Comment peut-on dire exactement dans le même schéma que l'on va revenir à la retraite à 60 ans, alors que l'État, ou plutôt la sécurité sociale, chaque année doit emprunter pour combler son trou. Donc voilà ce que je veux dire. Il faut dire la vérité. Vous l'attaquez sur son programme, mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'il attaque le président sur la responsabilité personnelle qu'il aurait dans le déficit. Alors ça, Guillaume Durand, moi, je n'attaquerai jamais les personnes. C'est toujours les politiques et les idées qui doivent faire l'affrontement. Et donc, je ne suis pas d'accord avec l'analyse et les propositions qui sont portées par François Hollande. Je le dis, et en réalité, mes affirmations s'appuient sur
tout simplement la réalité, l'arithmétique, et en réalité explique la situation actuelle et les difficultés dans lesquelles se trouve l'Europe, la France et tous les pays de la zone euro. Merci d'être venu en direct sur Merci. l'antenne de Radio Classique et bien évidemment de Public Sénat. Le livre s'appelle Un homme politique peut-il dire toute la vérité? Il est publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Bonne journée à vous, Monsieur le Président. Gilles, on se retrouve lundi.